Bonjour Stéphane Richard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes depuis février 2011 le PDG d'Orange, son chef d'orchestre aussi, dans tous les sens du terme. Pour preuve, il y a un mois, sur la scène du Grand Palais, à Paris, vous lanciez les Essentiels 2020 au piano. On le voit ici sur cette copie d'écran faite sur une plateforme vidéo concurrente de celle de Dailymotion. Quelle partition vouliez-vous écrire pour le grand public avec ce plan quinquennal ? Je voudrais écrire surtout une musique harmonieuse, une musique qui distille un peu de bonheur, un peu de douceur, qui enveloppe les gens, qui leur ouvre aussi l'esprit à toutes les cultures du monde, à tous les apprentissages possibles, à toutes les possibilités de communication que le numérique offre aujourd'hui. Je crois que l'ambition d'Orange, c'est d'être vraiment le partenaire de confiance du plus grand nombre pour tirer le meilleur de cette révolution digitale qui est devant nous. On voit déjà se diffuser massivement, mais qui va s'accélérer, s'amplifier, gagner beaucoup de domaines. Et voilà, nous sommes au cœur de ce mouvement, nous, avec nos hommes et nos femmes, nos technologies. Ça commence par la téléphonie, bien sûr, mais ça va bien au-delà. Et donc l'ambition d'Orange d'ici à 2020, c'est d'être celui qui va permettre à chacun de se connecter à ce qui lui est essentiel. C'est ça notre ambition. Dans ces essentiels, il y a la musique d'ailleurs. Et c'est vrai que le 17 mars, c'était une soirée très musicale. La musique est un des grands contenus d'ailleurs qu'on consomme sur les réseaux. Parmi ces technologies, la fibre est pour vous une priorité. Que va-t-elle concrètement changer dans la vie des Français et par exemple ici à Metz, une des 10 villes retenues en France pour ce déploiement ? La fibre, c'est vraiment un saut technologique qui se traduit par un changement complet et spectaculaire dans l'expérience utilisateur, dans l'expérience client, puisque avec la fibre, on peut acheminer des débits beaucoup plus élevés qu'avec le cuivre, à peu près 10 fois plus élevés, pour l'instant, parce que ça va continuer à augmenter. L'intérêt de la fibre, c'est qu'il y a un potentiel capacitaire qui est encore très très grand. Et donc concrètement, il y a beaucoup de nouveaux usages, alors certains qu'on connaît aujourd'hui, d'autres qu'on ne connaît pas. C'est toute la magie de ce qui se passe, qui vont être rendus possibles par la fibre. Par exemple, ce qu'on appelle l'ultra haute définition, ou encore la 4K, qui est donc une nouvelle norme de télévision qui change vraiment la perception qu'on a de l'image, notamment les couleurs. C'est très très étonnant le changement que provoque la 4K. La 4K, quand il y aura des programmes, bien entendu, dans cette nouvelle norme, eh ben, on pourra y accéder à condition d'avoir un débit très élevé et donc la fibre. C'est vrai pour le jeu, c'est vrai pour toutes les possibilités de télétravail dans l'univers professionnel. Et puis, plus généralement, sur ce qu'on appelle le multi-écran, puisque, vous savez, depuis l'époque où il y avait une télévision par foyer, les choses ont beaucoup changé. Aujourd'hui, la moyenne en France, c'est 6 écrans connectés par famille, 6 écrans connectés par famille, et on estime qu'en 2022, on va doubler encore ce chiffre. On sera à 13 écrans en moyenne connectés par famille. Et pour soutenir cette explosion du nombre d'écrans et donc des images qui transitent par ces écrans, il faut avoir la fibre. Nos lecteurs, Stéphane Richard, ne sont pas des spécialistes des télécoms. Ils consomment de plus en plus de données, vous venez de le dire, avec de nouveaux usages. Et leurs factures, dans le même temps, baissent. La concurrence fait rage entre les 4 opérateurs qu'on connaît, vous évidemment, SFR Numéricable, Free et Bouygues Télécom. Pouvez-vous leur expliquer ce qu'ils gagneraient à une concentration du marché et à une réduction du nombre d'acteurs pour laquelle vous plaidez ? Ce qu'ils gagneraient, c'est évidemment certainement pas des augmentations de prix. Et ça, il faut le dire tout de suite. D'abord, je rappelle qu'en effet, on a des prix qui ont fortement baissé. Merci de l'avoir souligné. 45% de baisse dans la téléphonie mobile depuis 3 ans. Alors même qu'on n'a pas cessé d'améliorer le service et en déployant de nouvelles technologies, notamment la 4G. Donc, moi, j'en suis assez fier. Je trouve que, finalement, il n'y a pas beaucoup de secteurs d'activité dans l'économie aussi importants pour la compétitivité qui ont été capables de dégager des gains de productivité aussi importants et d'en faire bénéficier les consommateurs. Donc ça, c'est très bien. Pourquoi est-ce qu'il peut y avoir une consolidation, une concentration, et quel sera l'intérêt finalement pour le pays ? C'est tout simple, ça tient en un seul mot, investissement. Investissement, investissement. Pour que cette révolution numérique soit accessible à tous, pour que la France soit en mesure d'en tirer vraiment le meilleur,
il faut qu'elle soit à la pointe en matière d'investissement, d'abord dans les réseaux. Et vous savez, chacun peut comprendre ça. On ne va pas construire 3 lignes de TGV pour faire Paris-Lyon ou pour faire Paris-Metz. De la même façon, ça n'a aucun sens de construire 3, 4, 5 réseaux de télécommunications. À partir du moment où ils ont la capacité de répondre aux besoins d'une population et d'un bassin économique, la duplication ou même la multiplication d'ailleurs des infrastructures, c'est un non-sens économique. Donc, si l'on veut être plus rapide en matière d'investissement, aller plus vite vers le très haut débit, plus vite vers le très haut débit fixe et mobile, et avoir des opérateurs qui soient globalement plus puissants, oui, capables de trouver une place peut-être plus forte dans ce monde numérique dans lequel on est face à des géants. Un Google, un Apple, un Facebook, un Amazon. Il faut que l'industrie se concentre. L'Europe est allée beaucoup trop loin dans la fragmentation de son industrie. Vous le savez, il y a plus de 100 opérateurs en Europe. Ce n'est pas le choix qu'ont fait d'ailleurs les autres continents. Donc on a une situation de faiblesse aujourd'hui et d'une façon ou d'une autre, c'est ce qui se produira. Et ça se produira, à mon sens, pour l'intérêt général, parce que l'intérêt général, encore une fois, c'est qu'on ne manque pas ce rendez-vous du numérique et pour ça, il faut investir. Il y a une montre d'une marque que vous avez citée tout à l'heure qui sort ce matin. Vous croyez beaucoup à l'Internet des objets. Oui. Quelle mutation l'ADN d'Orange va-t-il connaître? Je pense aux métiers, aux effectifs. Vous êtes aujourd'hui 90 000 dans le groupe pour répondre à ces nouveaux marchés. C'est un vrai défi. C'est un vrai défi parce qu'il faut effectivement beaucoup de nouvelles compétences pour embrasser, je dirais, les nouveaux métiers du numérique, que ce soit d'ailleurs dans le déploiement des réseaux. Regardez ce qui se passe avec la fibre aujourd'hui. On recrute des centaines, même des milliers de jeunes techniciens pour déployer la fibre. Et on fait travailler aussi beaucoup d'entreprises sous-traitantes. Donc il y a tout un enjeu de renouvellement là, des compétences. Mais c'est vrai pour tout un tas d'autres métiers. Je vais vous citer l'exemple de ce qu'on appelle le big data, qui est donc cette discipline qui consiste à collecter, valoriser, retraiter les montagnes de données que produisent nos systèmes, y compris les objets connectés. Eh bien, dans le big data, on a besoin d'avoir des profils très particuliers qui existent peu aujourd'hui et donc qu'il va falloir former. Donc il y a tout un défi autour du renouvellement des compétences auxquelles nous devons faire face et avec en plus la particularité de la situation en France où on a une pyramide des âges qui est complètement inversée et où on va avoir des départs massifs à la retraite dans les années qui viennent puisqu'on a à peu près 30 000 salariés du groupe qui vont partir à la retraite d'ici à 2020, donc c'est énorme. Donc, vous voyez, c'est un double enjeu, en fait. C'est à la fois le renouvellement des compétences, d'où la nécessité quand même de recruter et aussi d'avoir beaucoup d'alternants. On accueille 6 000 alternants en France en moyenne. Et puis, en même temps, on a ces départs massifs qu'on ne remplacera pas tous parce que, on l'a dit, on a baissé très fortement les prix. On doit faire aussi des gains de productivité. Et donc, c'est toute cette équation-là qu'il faut gérer. Avec Vivendi et Orange, Dailymotion va avoir des parents idéaux. Expliquiez-vous, il y a quelques jours après l'annonce officielle de la maison mère de Canal+, de racheter 80% de Dailymotion, ces parents idéaux ne pouvaient-ils être que français selon vous? Non, franchement non. Je pense qu'il y avait d'autres solutions de partenariat sur Dailymotion qui auraient pu avoir beaucoup de sens également. Il y en a quelques-unes qui ont été évoquées par la presse. Bon, il n'y a que le résultat qui compte. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut regarder l'avenir avec confiance parce que pour cette société Dailymotion qui a exactement 10 ans, donc qui est jeune, mais en même temps, dans l'Internet, 10 ans, c'est une éternité. Elle est un peu un palier de son développement. Et là, il faut que, si elle veut rester dans la course, notamment par rapport à son concurrent qui est YouTube, qui est 60 fois plus gros, il faut qu'elle investisse beaucoup et qu'elle se tourne vers de nouveaux marchés au niveau géographique. Je pense notamment à l'Asie et au continent américain, et puis de nouveaux marchés en termes de modèle économique. Là, je pense au contenu. Et de ce point de vue, c'est vrai que l'alliance entre Vivendi, acteur mondial dans les contenus, et Orange, acteur mondial dans les télécoms, est quand même un très très beau mariage. On peut dire qu'il y a deux belles fées qui se sont penchées sur, plus tout à fait le berceau, mais le lit de Dailymotion. Vous ne manquez jamais une occasion de fustiger la Commission européenne, vous l'avez fait encore juste avant, qui selon vous accorde trop de liberté aux géants du web. Cette photo, postée sur votre compte Twitter il n'y a pas très longtemps, vous êtes avec Mark Zuckerberg, souriant. Quelle relation doit-on entretenir avec le fondateur de Facebook en particulier et avec les Américains en général? Ah, vous savez, ce sont forcément des relations qui sont faites de partenariat et de dialogue et d'échange, et en même temps, parfois de confrontation.
Et puis il faut distinguer aussi les niveaux de ces échanges, parce qu'il y a les relations de l'entreprise Orange, moi c'est ma responsabilité, et puis il y a les problèmes qui concernent les autorités publiques, nationales ou européennes. Moi je ne suis pas commissaire européen, je ne suis pas président de la Commission européenne, je ne suis pas ministre non plus en France, et donc chacun, je dirais, un peu ses problèmes à traiter. Au niveau d'Orange, nous avons une attitude qui est, je dirais, à la fois amicale, ouverte, pragmatique, mais en même temps vigilante. Ouverte, amicale et pragmatique parce qu'à l'évidence, on a besoin d'eux aussi. On a besoin de Facebook, on a besoin de Google. On fait des tas de choses avec eux. Et moi, j'ai toujours été partisan d'aller plutôt à la rencontre de ces personnalités qui sont, en plus, franchement, plutôt intéressantes sur le plan personnel. Mark Zuckerberg est un garçon extrêmement brillant et avec qui il est très agréable d'échanger. Larry Page aussi, le patron de Google. Donc, bien entendu que c'est une grande richesse que de pouvoir côtoyer ces grands entrepreneurs. On fait beaucoup de choses avec eux, mais en même temps, on n'est pas naïf, on est vigilant. On voit que bien souvent, il y a des tentatives de confiscation un peu de certains pans du système, de pans de l'Internet, sous couvert de sécurité, sous couvert de raisons plus ou moins officielles, alors que derrière, il y a aussi des intérêts économiques en jeu. Donc, voilà, je dirais, c'est ça qui caractérise un peu notre attitude, c'est à la fois le goût de l'échange et du dialogue, cette photo le montre, et puis c'est quand même une grande vigilance, et le fait que quand il le faut, je n'hésite pas effectivement à dire publiquement ce que je pense. La vigilance, justement, mais sur un autre sujet, TV5 a été victime hier d'une cyberattaque. Les médias, mais aussi des marques, sont des cibles potentielles très exposées. Est-ce que des mesures particulières ont été prises chez vous ? Oui, cette question de la cybersécurité est une question absolument centrale. On estime que le monde doit supporter un coût de l'ordre de 300 milliards de dollars chaque année du fait des dégâts causés par les cyberattaques. C'est l'équivalent du PIB d'un pays comme Singapour. Et ça ne cesse d'augmenter, bien entendu. Donc plus on va vers du numérique, et plus ces problèmes de cybersécurité sont absolument cruciaux. Donc nous, on a une démarche, en fait, déjà depuis un certain nombre d'années. On a constitué un pôle d'expertise centralisé, alors qui n'est pas à Paris d'ailleurs, qui est à Rennes, avec, on a près d'1 millier d'experts dans ces questions de sécurité des systèmes. Alors c'est une expertise que nous proposons à tous nos clients entreprises, dont le ministère de la Défense par exemple, français, mais aussi, bien entendu, d'abord à nous-mêmes. Donc il faut savoir qu'un groupe comme Orange subit plusieurs dizaines d'attaques tous les jours. Tous les jours. Et que donc, il y a, je dirais, une espèce de course-poursuite permanente entre les hackers, les pirates, et puis les systèmes de défense de l'entreprise, dans une boucle, finalement, qui nous permet d'apprendre toujours plus sur l'agilité incroyable de nos adversaires. Nous avons même d'ailleurs recruté une vingtaine de ce qu'on appelle des hackers éthiques, c'est-à-dire en fait des pirates, mais qui sont, si je puis dire, passés du bon côté du manche et qui travaillent avec nous pour attaquer nos propres systèmes de façon à anticiper tout cela. Donc on y consacre beaucoup de moyens, c'est un problème qu'on prend très très au sérieux, parce que évidemment, une cyberattaque, on l'a vu hier, ça peut mettre une entreprise par terre très vite. Ses activités, sa réputation, ses clients, la confiance aussi. Donc c'est absolument essentiel et c'est un sujet qui est une vraie priorité pour nous. L'enquête sur la vague de suicide à France Télécom au cours des années 2008-2009 est terminée, avec une mise en examen à la clé pour l'entreprise pour harcèlement moral. Qu'attendez-vous maintenant de la justice ? J'attends qu'elle fasse sereinement son travail et qu'elle le fasse, je dirais, sur les bases du droit, pas sur les bases, ou pas je dirais, en interprétant ou en faisant des amalgames ou de la politique. Là, on est sur un terrain de droit. Les faits de harcèlement, ils sont parfaitement définis par la loi. Donc la question est de savoir si, oui ou non, ceci a pu exister d'une façon organisée à l'échelle du groupe. Voilà, donc l'instruction est terminée. Moi, j'attends bien sûr sereinement le verdict de la justice et j'espère que ces débats pourront s'organiser une fois de plus sans qu'il y ait de pression, sans qu'il y ait d'instrumentalisation et dans la plus grande sérénité possible. Sans transition, avec la 4G aujourd'hui et la 5G en 2020, que fait Stéphane Richard avec son smartphone ? Aujourd'hui ? Aujourd'hui et potentiellement, mais aujourd'hui, dans les usages que vous avez, qu'est-ce que vous en faites ? Alors moi, aujourd'hui, je fais plein de choses.
Quand je dis souvent le smartphone est la télécommande de la vie, c'est la télécommande de ma vie aussi. Parce que le smartphone, comme tout un chacun, et je vais pas mal sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas trop Facebook, moi, mais plutôt Twitter et puis les réseaux de l'entreprise aussi. Je fais beaucoup de photos. J'aime bien partager les photos, les vidéos avec ma famille, mes amis, mes communautés. J'ai un certain nombre d'incontournables dans mes usages quotidiens, que ce soit l'accès à des informations sur Internet, la bourse, des informations générales et tant d'autres choses. La météo, moi je suis un drogué de météo. J'aime bien savoir comment ça va se passer là où je vais, parce que je voyage aussi beaucoup. Donc, et mille autres choses, la musique, bien entendu. Bien. Donc, ça, ce sont mes usages aujourd'hui. Et demain, il va y en avoir évidemment beaucoup d'autres. Mon smartphone, d'abord, ça va être la plateforme de mes objets connectés, ceux de ma maison. Je pourrais, à partir de mon smartphone, je peux déjà le faire avec notre offre Home Live, par exemple, baisser tous mes stores électriques lorsque je quitte ma maison, ou bien déclencher le chauffage de ma résidence secondaire à distance, etc. Ou tout simplement regarder sur mon smartphone à travers la caméra de vidéosurveillance ce qui se passe, même si c'est à 500 km de chez moi. Je pourrais surveiller ma santé à travers, là aussi, tous les objets connectés qu'on pourra suivre depuis son smartphone. Consommer et regarder toujours plus d'images, bien sûr. Payer aussi, payer des achats. Payer, bien entendu, avec mon téléphone, chez le commerçant, prendre les transports publics, comme on peut le faire déjà aujourd'hui à Strasbourg, et avec un service qu'on va lancer sur l'ensemble du pays avant la fin de cette année. Voilà, et plein d'autres choses qu'on ne connaît pas encore. La France est tout sauf cette vieille dame grincheuse et frileuse, écriviez-vous en fin d'année dernière. Orange est une multinationale, vous voyagez beaucoup, vous venez de le dire. Quelle image, pour finir, de notre pays dans le monde? Écoutez, au risque de paraître peut-être un peu simplet ou un peu béni oui-oui, moi je pense que notre pays a globalement une image assez forte et assez positive. Par sa culture, ses traditions, son art de vivre, bien sûr, mais aussi par la force de son innovation, sa présence justement dans l'écosystème numérique. Il y a un tissu de start-up en France qui est assez exceptionnel, on ne le dit pas assez, qui est bien supérieur, par exemple, à ce qu'on peut voir se connaître en Allemagne ou en Angleterre. Donc on a des créateurs d'entreprises. On est un pays d'ingénieurs, il ne faut pas l'oublier ça. On a par exemple une école de mathématiques qui est la meilleure du monde aujourd'hui. C'est nous qui formons le plus grand nombre de mathématiciens qui obtiennent la fameuse médaille Fields, qui est le prix Nobel de maths. Donc, or, les maths, c'est vraiment une des compétences clés du numérique. Donc, je pense qu'on a beaucoup d'atouts, et ça se sait à l'étranger. Ça se sait. La France est un pays qu'on regarde, de toute façon. Sans doute plus que, je dirais, sa taille ne le justifie vraiment. C'est pour ça aussi que je suis parfois triste de voir que ces atouts et ce capital-là peut être gâché, gaspillé par des mots incompréhensibles, des débats qui n'ont pas lieu d'être, voire des mesures qui parfois créent davantage de dégâts en termes d'image que ça peut éventuellement apporter de solutions. Donc, soyons conscients de nos atouts, soyons conscients de notre force. Oui, je pense que la France est un pays d'ingénieurs, un pays d'entreprises, un pays d'innovation. Il faut le dire plus. Et il faut aussi essayer de ne pas faire parfois quelques embardées, quelques erreurs de communication ou autres qui finalement nuisent beaucoup à ce capital.